Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'être mon invité ce matin sur RMC et BFM TV. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, enseignant à l'école des mines de Paris, membre du Haut Conseil pour le climat et vous présidez un think tank qui s'appelle The Shift Project. Vous êtes spécialiste de l'énergie. En fait, ce que je voudrais comprendre avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'il se joue non seulement aujourd'hui, avec bien sûr la question du gaz et du pétrole russe, mais aussi ce qui se joue demain. Demain, comment on va faire pour se chauffer? Comment on va faire pour rouler? Comment on va faire pour produire? Le contexte d'abord, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce sommet européen réunis à Versailles, aujourd'hui et demain, avec un objectif, l'autonomie énergétique vis-à-vis de la Russie. Et puis il y a bien sûr l'inquiétude, on va y revenir, autour des sites nucléaires en Ukraine et la sécurisation de Tchernobyl. En fait, il y a 10 ans, j'ai regardé dans tout ce que vous avez écrit, il y a 10 ans déjà, vous prédisiez un choc pétrolier. Et vous dérouliez de manière assez implacable le scénario: hausse des prix de l'énergie, inflation, chute de la consommation, récession, appauvrissement des classes moyennes et sur le plan géopolitique, pression migratoire et dérive autoritaire. Est-ce qu'on y est ? Alors, pour savoir si on y est, en fait, il faut repartir du début, qui est pourquoi est-ce que c'est pas si difficile que ça de faire ce genre de prévision. En fait, le monde dans lequel nous vivons, nous l'avons basé sur les combustibles fossiles. Même en France, où on adore parler du nucléaire, en fait, on est massivement dépendant des combustibles fossiles, pour partie ceux qui sont chez nous et pour partie ceux qui sont chez les autres, pour fabriquer tous les objets qu'on importe, par exemple. Et ce monde, il est très difficile à changer de façon rapide. Donc, à la question que vous allez sûrement me poser, qui est comment on fait pour se passer du gaz, pour se passer du pétrole, etc. En fait, en une semaine, on s'en passe pas. En un an, on s'en passe pas. En 10 ans, on s'en passe pas. Enfin, en tout cas, pas dans un monde tranquille. Le problème, c'est qu'on n'est plus dans un monde tranquille, j'allais vous dire. Oui, ce que je veux dire, c'est pas en mode tranquille, plus exactement. Comment est-ce qu'on fait Pardon, je vous la repose la question. Comment est-ce qu'on fait pour s'en passer? Parce que malgré tout, vous disiez on aura 30 ans. On ne va pas avoir 30 ans pour s'y mettre. Comment on fait pour s'en passer sans contrepartie? On ne fait pas. Voilà, là on est au stade où c'est juste... On ne peut pas fermer le robinet comme ça d'un coup. Sans contrepartie, non. Pour rappeler les enjeux, la Russie, c'est un tiers du pétrole qu'on importe en Europe. L'Union européenne, si on exclut la Norvège et la Grande-Bretagne, qui n'en font pas partie, importe 96% de son pétrole. Donc on n'a rien chez nous. Donc le pétrole importé en Europe, c'est un tiers qui vient de Russie. Le gaz importé en Europe, c'est 40% qui vient de Russie. Dans les deux cas de figure, la source domestique de production du pétrole et du gaz, c'est la mer du Nord. La mer du Nord est en déclin depuis 2000 sur le pétrole et en déclin depuis 2005 sur le gaz. Donc, on n'a pas de réserve. Donc, on a pompé. La recherche du pétrole, c'est comme les œufs de Pâques. Vous savez, vous cherchez les œufs de Pâques, vous vous rappelez, on trouve d'abord les plus gros et les moins bien planqués. Et puis, plus le temps passe et plus vous trouvez des petits et très bien planqués. La recherche du pétrole et du gaz, c'est pareil. D'abord, on trouve les gros gisements faciles à exploiter. Puis, plus le temps passe, plus on trouve des trucs qui sont ou petits ou bien planqués. Et donc, c'est plus compliqué. Puis, à un moment, il n'y en a plus. Parce qu'il faut des dizaines ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole et du gaz. Donc, à un moment, il n'y en a plus. Donc, le fait de savoir qu'on allait devoir faire avec moins de pétrole et de gaz, c'est écrit depuis le début. Le pétrole et le gaz sont épuisables et même si on ne veut pas s'en passer pour des causes climatiques, à un moment, on va devoir s'en passer pour cause de juste, il n'y en a plus, quoi. Bon. Sauf que là, il y a une accélération, évidemment, qui est une cause géopolitique. Alors, il n'y en a plus. Après, c'est la boule de cristal pour savoir d'où ça vient. C'est-à-dire, ça peut venir par épuisement tranquille des gisements, ça peut venir par rupture instantanée d'approvisionnement parce qu'on est en bisbille avec le pays producteur, ça peut venir pour encore d'autres raisons. Ça peut venir, par exemple, pour Covid. L'année du Covid, les investissements dans l'amont pétrolier ont été divisés par 2. Les nouveaux projets, et du reste, ceci alors avec cela, les découvertes de pétrole et de gaz en 2021 n'ont jamais été aussi basses depuis des dizaines d'années. Bon. Donc ça peut venir on ne sait pas exactement d'où ça peut venir. Ce qui est sûr, c'est que ça viendra, et que ça viendra pardon, à des échéances qui sont pas longues. C'est-à-dire que j'ai écrit ça il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on savait déjà que le maximum de la production mondiale de pétrole, il serait dans la décennie 2020-2030. Et c'est à peu près ce qui va se passer. Moi, je voudrais quand même comprendre, Jean-Marc Jancovici, si j'écoute bien votre réponse, vous me dites non, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer immédiatement, on ne peut pas s'en passer tout de suite sans contrepartie. Ça veut dire quoi, contrepartie? C'est sur ce point-là que j'aimerais bien m'arrêter. Si on a par exemple un tiers de pétrole en moins en France demain matin, une partie des gens qui se chauffent au fioul se chauffent moins ou arrêtent de se chauffer. Une partie des gens qui se déplacent en voiture n'utilisent plus leur voiture pour se déplacer, donc ils vont prendre la voiture du voisin, ou bien ils prennent les transports en commun, ou bien ils prennent un vélo, ou bien ils restent chez eux, ou bien par la force des choses, j'ai envie de dire. Parce qu'il y aura tout simplement plus les moyens de trouver de quoi recharger la voiture. Parce qu'il y en aura moins, très, très exactement, parce qu'il y en aura moins. Sauf qu'il y a donc cette décision qui va être prise sans doute aujourd'hui ou demain. Les Américains, les Anglais ont décidé
décidé de couper l'approvisionnement russe pour leur part. Les Européens rechignent à prendre cette décision. Vous le disiez parce que notamment il y a cette grande dépendance, pas tant de nous, mais des Allemands, voire même des Finlandais qui sont carrément à 100% dépendants des Russes. Pour autant, vous avez cette tribune du prix Nobel de physique 2012, Serge Haroche, qui hier dit: en coupant le gaz et le pétrole russe, oui, nous allons avoir froid, mais nous pourrons nous regarder en face avec moins de honte. Il y a François Hollande, l'ancien président, qui dit: pour arrêter Vladimir Poutine, arrêtons nettement de lui acheter du gaz. Qu'est-ce que vous leur dites? Ça vous fait rire? Hollande, il me fait bien marrer, oui, pardon de l'expression. Non, mais je comprends. Parce que quand il était président, il a fait tout ce qu'il pouvait pour favoriser le gaz au détriment du nucléaire. Les systèmes énergétiques sont des systèmes qui sont des systèmes lents. Et donc, ce qu'on est en train de réaliser maintenant, c'est que si on n'agit pas avec un préavis de plusieurs dizaines d'années, au moment où les emmerdements arrivent, on peut juste les subir. Vous savez, les systèmes énergétiques, c'est un peu comme l'éducation d'un enfant. Si pendant 20 ans, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, vous ne corrigez pas le tir en une semaine, ni en 6 mois, ni même en un an. Et bien là, c'est exactement pareil. On ne peut pas tout reconfigurer en l'espace de quelques mois, ni même en l'espace d'une année. Et si on décide de se passer du pétrole et du gaz russe, une partie la contrepartie sera de la souffrance pour partie. Il y aura de la souffrance. Oui, bien sûr. Il y aura de la souffrance, il y aura, on entendait des efforts qui seront demandés à nous tous, au fond. Oui, bien sûr. Alors, proportionnellement plus, c'est toujours pareil, aux gens qui sont dans le bas de l'échelle, aux gens qui sont très dépendants de leur voiture pour se déplacer. Vous et moi, on habite dans un tissu urbain où c'est très facile de se déplacer sans voiture. Je me déplace sans voiture et c'est pas un exploit, c'est juste très facile pour moi de le faire. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui sont pas dans cette situation-là. Les gens dans le monde rural, par exemple, qui sont pas nécessairement les gens qui gagnent le plus d'argent, sont beaucoup plus dépendants de la voiture. Et si vous leur dites ça serait mieux d'avoir une voiture électrique, ce qui est parfaitement vrai, les ventes de voitures électriques ces dernières années ont été plus importantes dans le monde rural que dans le monde urbain, parce que c'est assez bien adapté. Sauf que en une semaine, vous équipez pas tout le monde en voiture électrique, ni même en un an. Voilà. Donc il y a des affaires, il y a des délais. En gros, c'est bien ça qu'il faut voir. Le système a beaucoup d'inertie et donc il demande de l'anticipation. Donc ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à une partie des pouvoirs publics et à une partie des décideurs économiques, c'est d'avoir un peu fermé les yeux sur quelque chose qui était parfaitement pas datable, mais prévisible dans sa nature. Alors, il suffit qu'ils vous lisent, puisque vous le disiez déjà il y a 10 ans. Prévisible dans sa nature, et on n'a pas prévu de plan B pour ça. Moi, j'ai pas tellement envie qu'on regarde vers le passé, j'ai envie qu'on regarde ce qui se passe demain. Si, en effet, à la sortie de ce sommet de Versailles, il est décidé que les Européens se donnent 6 mois ou 1 an pour stopper toute importation d'hydrocarbures russes. Soyons très concrets. Quand vous entendez la patronne d'Engie qui dit l'une des solutions, l'une des réponses, c'est de demander aux Français de baisser leur chauffage d'1 degré. Est-ce que ça, c'est une solution, une des contreparties dont vous parlez? Alors, c'est quelque chose qui fonctionne, oui. Quand vous baissez le chauffage d'1 degré, en gros, vous faites 7 à 8% d'économie en termes d'énergie consommée. Donc, vous voyez, vous baissez de 4 degrés, 4 x 7, 28. Donc, vous avez économisé à peu près 1/3 de l'énergie de chauffage que vous utilisez. Ça veut dire que vous passez votre température de consigne de 19 à 15. De 19 à 15, ça vous paraît acceptable? Je ne sais pas si c'est acceptable. Où est le seuil de souffrance, pour reprendre le mot que vous disiez? Ça dépend des individus. Certains individus supportent très bien de vivre à 15. Certains individus, j'en fais partie, supportent même très bien de dormir dans une pièce dans laquelle il fait moins de 15. Par contre, rester immobile pour travailler dans une pièce dans laquelle il fait 15, là, au bout de quelques heures, vous commencez à avoir... Vous avez plus de mal à vous concentrer. Vous commencez à avoir un peu froid. Donc ça dépend vraiment des individus, ça dépend de ce qu'ils sont capables de faire. Voilà, conséquences sur le chauffage, conséquences sur les prix. Vous parliez de tous ceux qui sont dépendants à la voiture. Quand on regarde que dans de nombreuses pompes à essence de France, maintenant, ça y est, ça a dépassé les 2 euros, y compris pour le gazole. Ces prix vont continuer à augmenter? Ils vont continuer à augmenter jusqu'au moment où il y aura de ce qu'on appelle de la destruction de demande, c'est-à-dire que les prix deviendront suffisamment élevés pour qu'une partie des gens ne puissent plus avoir accès au carburant. En fait, ils renonceront à faire Exactement, ils renonceront. Tout simplement. Alors, la partie à laquelle c'est le plus facile de renoncer au début, c'est les déplacements non contraints. Ce qu'on a, les loisirs, les vacances, etc. Au bout d'un moment, ça peut également taper dans ce qu'on appelle les déplacements contraints, le fait d'aller au travail. Et à ce moment, on va devoir s'organiser autrement. Il y a quelques mois, le Shift Project a sorti un plan de transformation de l'économie française qui est le résultat de 2 ans de travail dans lequel on propose comment on peut sortir de l'essentiel des combustibles fossiles en France, mais en 30 ans, pas en 1 an. Alors pourquoi en 30 ans? Parce que même en 30 ans, c'est un effort soutenu très important. Sortir des combustibles fossiles en 30 ans en France, ça veut dire que l'utilisation de ces combustibles baisse de 5% par an, en gros. 5% de baisse, c'est ce qu'on a eu l'année du Covid en 2020.
Donc vous voyez le coup de frein qu'il faut mettre sur l'économie pour qu'on ait 5% de baisse. Enfin, en France, ça a été un peu plus, c'était 5% dans le monde. Mais en gros, c'est le genre d'effort qu'il faut répéter tous les ans. Donc il faut rajouter 5% tous les ans si on veut... pouvoir permettre à l'économie française d'amortir le choc. De se décarboner. Ce qui, par ailleurs, est la trajectoire qu'on devrait suivre si on est sérieux sur l'accord de Paris. C'est-à-dire que si on est sérieux sur l'accord de Paris et si on veut éviter les fameux 2 degrés de hausse d'élévation de la température moyenne, température à laquelle on a déjà quand même perdu 20 à 30% d'humidité des sols en France. Il n'y a plus de hêtres, il n'y a plus d'épicéas, une bonne partie des chênes qui ont disparu, une bonne partie des pays du sud de la Méditerranée en agriculture qui se met à vraiment souffrir. La quasi-totalité des coraux mondiaux sont morts à 2 degrés. Donc on n'est pas en train de parler de pécadilles. Si on veut limiter la hausse à 2 degrés, il faut qu'on baisse les émissions de 5% par an. Donc qu'on prenne le problème par le bout climatique ou qu'on le prenne par le bout dépendance à des combustibles fossiles qui n'existent pas. Et géopolitique. De toute façon, la solution est la même. Il faut mettre en œuvre un plan systémique, un plan qui va concerner tout le monde partout et tout le temps. Mais pardon, j'insiste quand même sur ce paradoxe. En fait, on vous sent très tiraillé Soyons très clairs, Jean-Marc Jancovici, vous aviez fait des plans à long terme vous aviez alerté. Sauf que maintenant, il n'est plus temps d'alerter, il est temps d'agir et dans l'urgence. Ce qui va se passer, je vous fiche mon billet, c'est qu'on ne se passera pas de la totalité du pétrole et du gaz russe. Ils n'auront pas ni la force, ni le courage, ni la possibilité de le faire. Parce que ça engendrera une récession qui sera beaucoup trop importante. Alors allons au bout de votre logique. Si on supprimait, comme certains le demandent, toute importation de gaz et de pétrole russe, alors l'Europe plongerait en récession. C'est évident. C'est évident. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'énergie ? L'énergie, c'est ce qui permet aux machines de fonctionner. Qu'est-ce qui fait la production aujourd'hui ? C'est les machines. Je veux dire, vous êtes habillé, je suis habillé par des choses qui sortent de machines. Votre micro, il a été fait par une machine, cette table a été faite par une machine, toutes les caméras qui nous filment sont des machines, faites par des machines. Vous mangez des choses qui ont été produites par des machines. Donc l'énergie, elle est absolument partout autour de nous aujourd'hui. Elle fait fonctionner le monde. Donc si vous dites on va brutalement se passer d'un tiers de la nourriture pour machines, ça veut dire qu'on se passe brutalement d'un tiers du parc de machines en activité. Bien évidemment que c'est récessif. Est-ce que c'est grave d'aller en récession ? Qui en souffrirait le plus ? La récession ? Oui, de cette récession-là, de cette récession organisée par un manque d'énergie. Tout le monde. Ça toucherait absolument tout le monde parce que ça veut dire moins de disponibilité pour tout. Les objets, les aliments. Alors, si on renouvelle moins souvent notre smartphone, c'est pas très grave. Si on a une garde-robe un peu moins remplie, c'est pas très grave. S'il y a une pénurie alimentaire, c'est beaucoup plus grave. Par contre, s'il y a une inflation alimentaire extrêmement forte, c'est beaucoup plus grave, absolument. Donc ça va vraiment... Enfin, c'est une situation un peu inédite. Donc c'est très difficile aujourd'hui de regarder dans une boule de cristal et de vous expliquer très exactement ce qui va se passer. Il y a aussi cette question, effectivement, de dans quel jardin est-ce qu'on va chercher les œufs de Pâques, si je reprends votre métaphore. Parce qu'il y avait le jardin russe où on a été chercher des gros œufs de Pâques. Si on se passe de ces œufs de Pâques-là, on a quand même l'impression que les rapprochements géopolitiques assez opportuns entre les États-Unis et l'Iran, tout d'un coup, qui pourraient lever les sanctions, entre les États-Unis et le Venezuela, qui pourrait également lever les sanctions, c'est pour aller chercher du pétrole alternatif à la Russie. Oui, mais c'est du pétrole qui est très compliqué à exploiter. Le Venezuela revendique les premières réserves mondiales, mais c'est du pétrole qui ne ressemble pas à du pétrole. En fait, il ressemble à du miel. Alors que le pétrole est liquide. Il est contenu dans des gisements qui sont au milieu de l'Amazonie, très compliqués à exploiter. Et le Venezuela a beau revendiquer les premières réserves mondiales, il est en décrue de production, le Venezuela, depuis des décennies. Donc, les pays vers lesquels on pourrait se retourner, c'est une affaire d'ordre de grandeur derrière, ne sont absolument pas capables de fournir en volume. Les réserves ne sont pas suffisantes. Non. Et pas de suffisamment bonne qualité. Les gisements ne sont pas là, ou alors ils sont tellement compliqués à exploiter que ça ne permettra pas de compenser les volumes du pétrole russe. Donc quand on a pour caricaturer les Américains qui redeviennent presque copains avec les Vénézuéliens et les Iraniens, c'est un peu peine perdue parce que de toute façon, ça n'aura même pas vraiment de quoi compenser. De toute façon, ça ne nous concerne pas, nous, directement. Si les Américains deviennent copains avec les Iraniens, c'est pour acheter du pétrole pour eux, j'imagine. C'est pas pour acheter du pétrole pour nous. Donc ce ne sera même pas pour nous aider. Les réserves de pétrole américain, ils en avaient. Et hier, il y a eu plusieurs annonces disant qu'elles se réduisaient plus rapidement qu'ils ne l'imaginaient. Le pétrole aux États-Unis, il est exploité de deux manières différentes. Il y a ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, le pétrole qu'on a exploité pendant très très longtemps.
qui est un pétrole qui est contenu dans des roches réservoirs qu'on fore. Alors une roche réservoir, c'est de la craie, c'est du grès. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le gaz de schiste? Non, non, après, vous allez voir. Pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. Et ces réservoirs, donc on fait un gros trou dedans, on fait un forage, et puis après on fait sortir le pétrole, et puis au bout d'un moment, il sort pas volontiers, donc on fait comme les Shadocks, on pompe, on injecte de l'eau, on injecte du gaz, etc. Le pétrole qui aujourd'hui s'est très fortement développé aux États-Unis, c'est pas celui-là, c'est ce qu'on appelle le pétrole de roche-mère, c'est-à-dire qu'il est toujours prisonnier dans la roche où il a été formé. Parce que le pétrole se forme par enfouissement de débris organiques sous terre que la géothermie ensuite cuit à petit feu. Et la roche-mère, pour que le pétrole soit libéré, il faut la fracturer, d'où la fameuse fracturation hydraulique dont on a entendu parler. Et le gaz de schiste, c'est pareil. Pétrole et gaz de schiste et pétrole et gaz de roche-mère, tout ça c'est pareil. C'est des hydrocarbures formés dans la roche-mère qui sont restés prisonniers dans la roche-mère et il faut fracturer pour les faire sortir. C'est ça qui a considérablement augmenté aux États-Unis ces derniers temps, mais c'est extrêmement capitalistique. Et donc, c'est une industrie dans laquelle, quand la production est en train d'augmenter, les gens perdent de l'argent, en gros. Et donc, à un moment, les actionnaires aux États-Unis ont dit « Maintenant, ça suffit la plaisanterie, give the money back ». Et donc, la seule manière pour ces exploitants de pétrole et de gaz de schiste de gagner de l'argent, c'est d'arrêter de forer en permanence. Et à ce moment, malheureusement, la production diminue ou s'arrête d'augmenter. Voilà. Donc c'est très paradoxal, c'est un métier dans lequel si vous augmentez la production et donc vous avez de l'énergie pour les machines ailleurs, les gens qui font sortir le pétrole perdent de l'argent. Et si les gens qui font sortir le pétrole veulent gagner de l'argent, ils sont obligés de mettre un coup de pédale de frein sur la production. Donc on le voit bien, c'est pas là qu'est l'avenir. Alors c'est là qu'est une partie de l'avenir. Au Shift Project, on a confié à deux anciens dirigeants de Total. Il y a maintenant un peu plus d'un an, une analyse très détaillée d'une base de données de l'ensemble des gisements de pétrole et de gaz dans le monde, de pétrole surtout à l'époque, et on leur a demandé de nous faire un pronostic sur ce qu'allaient produire ces pays-là à l'avenir. C'était avant, évidemment, le choc ukrainien. Et le résultat qu'ils nous ont fourni, qui est public, il est disponible sur le site du Shift Project, c'est que la production de ces pays allait se stabiliser un peu en dessous du niveau pré-Covid, avant de commencer à très fortement décliner à partir de 2030. Quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse et quelle que soit la situation qui maintenant évidemment Exactement. a donc, considérablement changé. Donc la situation actuelle est un accélérateur de ce que nous allons devoir faire. Mais malheureusement, malheureusement ou heureusement, on aurait dû le faire à plus ou moins moyen terme. De toute façon, la contrainte, elle est là. Jean-Marc Jancovici, il y a eu des inquiétudes hier sur l'alimentation électrique du site nucléaire de Tchernobyl, puisque l'alimentation électrique a été complètement coupée. Le gendarme onusien du nucléaire nous dit que cet incident ne présente pas d'impact majeur sur la sécurité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le mot majeur. Un impact. Vous savez qu'il y a une échelle de classification des incidents et accidents en ce qui concerne le nucléaire, et ça va de 1 à 7, même 0 à 7, en fonction de la gravité de l'incident ou de l'accident. Et c'est comme pour une voiture, si vous accrochez votre voisin en vous garant, c'est pas exactement comme si vous rentrez dans un mur à 100 km/h. Bon, c'est moins majeur. Mais c'est un incident tout de même. Oui, enfin, éventuellement, si derrière ça dégénère en pugilat, ça peut devenir très désagréable parce que vous avez accroché le pare-choc de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Je ne suis pas compétent pour vous répondre parce que, en l'occurrence, c'est le gendarme du nucléaire qui est compétent pour fournir la réponse. La seule chose que je peux vous dire, c'est que, vu des Russes, je ne vois pas quel serait leur intérêt à provoquer un gros problème à Tchernobyl, parce que leur envie, c'est pas d'éradiquer l'Ukraine, c'est de l'annexer ou de la mettre à leur botte. Et pour ça, il faut qu'ils aient un pays en ordre de marche. Et donc, un pays en ordre de marche, ça veut dire qu'ils n'ont pas créé sur place un pépin qu'on ne peut pas corriger derrière. Voilà. Espérons donc que les prises de décision sont rationnelles. Donc j'ai envie de dire, à ce stade, je ne vois pas quelle serait la logique pour les Russes de provoquer un incident majeur sur place. Voilà. Une question encore sur les alternatives au nucléaire, puisque vous faites partie de ceux qui disent qu'au fond, le moindre mal, c'était quand même de pouvoir produire avec le nucléaire de l'électricité. On a le commissaire européen Frans Timmermans qui dit à la veille donc, de ce sommet européen qu'il faudra développer massivement l'éolien et le solaire. Est-ce que c'est vraiment une solution ? Alors, je vais commencer par une réponse pour montrer que ce n'est pas si simple que ça. L'Allemagne est le pays européen qui a le plus investi dans l'éolien et le solaire sur les 20 dernières années. Ils y ont mis 1000 milliards d'euros, en gros. Non, pas de 1000, entre 500 et 1000. Entre 500 et 1000. Donc ça fait un énorme paquet d'argent quand même. Et pour autant, ils sont aujourd'hui parmi les plus dépendants. Exactement. Au gaz russe. Donc il ne suffit pas d'eux, sans compter que là, on a fait un effort massif en faveur des renouvelables dans une économie qui se portait assez bien.
Or, maintenant, on va devoir faire un effort massif dans une économie qui va moins bien se porter, puisque, comme je l'ai dit, l'économie dépend des combustibles fossiles, et même s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, ça va devenir beaucoup plus rock'n'roll sur ce plan-là. Donc, on va devoir transitionner pour l'essentiel avec une économie en contraction. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et déployer massivement les ENR dans ce genre de contexte... C'est-à-dire les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, oui. C'est une question pour laquelle aujourd'hui personne n'a la réponse. C'est-à-dire personne ne sait si c'est facile. On sait que c'est facile d'en faire, et encore pas de manière suffisante, dans un monde dans lequel il y a de l'argent, dans un monde dans lequel il y a moins de moyens. Est-ce que c'est toujours aussi facile? C'est pas évident. Donc le cocktail sur lequel il va falloir jouer, c'est des économies, des renouvelables et du nucléaire. Et aucun de ces trois pieds-là du tabouret n'est un pied qu'on peut exclure. Par contre, la part de chaque pied, en fonction du secteur, en fonction de l'usage, en fonction de la situation de départ, elle varie. Et il va falloir tenter tous de faire un effort de consommation, finalement, vous en venez là donc, aussi. on va devoir faire des efforts de sobriété de toute façon. Des efforts de sobriété, et vous aviez quand même dit aussi ce mot de souffrance, ça n'ira pas sans souffrance. Je retiens quand même, Jean-Marc Jancovici, que vous le dites, je vous fiche mon billet, m'avez-vous dit, qu'ils ne se passeront pas du gaz et du pétrole russe. Réponse donc aujourd'hui. En totalité. Et demain, en totalité, réponse donc aujourd'hui. Je ne vous parle pas de la déclaration, je vous parle de ce qui va vraiment se passer. J'ai bien compris, et on peut compter sur vous pour avoir cette vigilance. Merci infiniment d'avoir répondu précisément à mes questions ce matin. Je voudrais signaler également votre livre, c'est sous forme de bande dessinée, ça s'appelle Le Monde sans fin, c'est paru en octobre dernier aux éditions d'Argo, et c'est un livre passionnant. Merci à vous, il est 8h53.